Barthélémy Ngom. À la technique de ce journal, Amady Ndiaye, bienvenue. Le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, accuse les autorités bissau-guinéennes d'avoir signé ces dernières semaines un accord avec les autorités sénégalaises. L'accord, selon le communiqué du MFDC, vise à permettre à l'armée sénégalaise d'utiliser le territoire bissau-guinéen pour attaquer les bases de résistance. Noah Mankali. Selon un communiqué de ce mouvement, en possession du journal privé ou démocrate, daté du 4 février 2021, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance prévient que toute agression de l'armée sénégalaise et de la République sœur de Guinée-Bissau sera considérée ni plus ni moins comme une déclaration de guerre contre la Casamance. Le communiqué poursuit que les unités de combat du mouvement des forces démocratiques de Casamance prendront en considération tous les droits de persécution des militaires sénégalais où qu'ils se trouvent à l'intérieur du territoire bissau-guinéen. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance rappelle que le Sénégal a utilisé tous les moyens militaires insoupçonnés et imposés de la Casamance sur une guerre injuste, cruelle et atroce depuis le 26 décembre 1982, soulignant que l'armée sénégalaise a subi de lourdes pertes humaines et matérielles pendant et durant cette guerre. Noah Mankali Bissau. RFM. Noah Mankali à Bissau, en tout cas l'état-major adopte la loi du silence et pourtant les opérations de sécurisation se déroulent sur la frontière avec ce pays voisin, une situation qui alimente les débats. Y aurait-il alors un accord tacite entre le Sénégal et la Guinée-Bissau? Nous avons posé la question au journaliste Alain Yero Mbalo. Il s'entretient avec Georges Déthié-Diop. Dans le cas bien précis, ici, la Guinée-Bissau est restée muette, tout comme le Sénégal. C'est pas que je dis une guerre silencieuse. Ni la Guinée-Bissau, ni le Sénégal n'ont dit quoi que ce soit sur ce qui se passe. Et pourtant, l'affaire dérange énormément les villages bissau-guinéens dont les populations sont obligées parfois de se déplacer à plusieurs kilomètres, à une dizaine de kilomètres pour revenir le lendemain matin. Et puis, tu imagines un peu avec des enfants, ça traumatise. Les bombardements sont très assourdissants. Officiellement, il n'y a rien, mais cela nous étonne un tout petit peu que les Guinéens ferment les yeux sur ce qui se passe à leur frontière nord. Ils ont mis une force en présence, mais qui est restée là et qui observe. Alors, pourquoi la présence d'une force alors que d'habitude, il n'y en a pas? Y a-t-il un accord tacite qui n'a pas été révélé? Je ne saurais le dire en ce moment-là. Nous n'avons aucun communiqué de l'état-major parlant de l'État bissau-guinéen parlant de cette situation et beaucoup en parlent. J'ai vu un communiqué du MFDC qui justement pointe du doigt l'inertie des Bissau-Guinéens et même accuse la Guinée-Bissau d'avoir permis aux militaires sénégalais d'utiliser leur territoire pour justement les attaquer de dos. Et également, ils ont parlé aussi de la rentrée des troupes bissau-guinéennes. Mais la zone que je connais, où j'étais, dans cette zone-là, les forces bissau-guinéennes sont restées sur la ligne de frontière et ils n'ont pas franchi. Le journaliste Alain Yero Mbalo, midi 4. RFM, la radio de toute l'actualité. Déclaration de patrimoine à l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Le groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et la bonne gouvernance veut qu'une enquête soit ouverte si toutefois la fortune d'un assujetti atteint un certain niveau. Invité à RFM Matin ce vendredi, Ababakar Fall s'est aussi prononcé sur le fichier électoral. Pour plus de transparence, il propose une séparation de la carte d'identité et la carte d'électeur. Salimata Aou. La déclaration de patrimoine du président du Conseil économique, social et environnemental occupe une place importante dans la presse. Des interrogations légitimes. Selon le secrétaire général du CRADEC, Ababakar Fall plaide pour une enquête si la fortune des concernés atteint un certain niveau. Quand on vous parle aujourd'hui donc d'avoir vraiment qui se situe à des niveaux quand même insoupçonnables, de dizaines de milliards, déjà cela pose problème. Je pense qu'aujourd'hui il est temps qu'on puisse revoir peut-être la législation en la matière et de, par exemple, proposer qu'à chaque fois, par exemple, que le montant des avoirs déclarés par donc une personne assujettie dépasse un certain montant, par exemple le milliard ou même le demi-milliard, que l'autorité, en tout cas judiciaire, ou la structure administrative qui est chargée de recueillir la déclaration donc de patrimoine pour faire des enquêtes, faire des observations pour vraiment s'assurer de la quand même licéité donc des fonds déclarés.
Dans son livre intitulé « L'histoire politique et électorale au Sénégal », le secrétaire général du GRADEC a aussi abordé l'éternel problème de l'audit du fichier électoral. Pour lui, il faut penser à changer de perspective. À chaque fois, les conclusions sont les mêmes, que le fichier est fiable à 98 ou 99%. La même revendication revient à la veille des élections. On dit que oui, le fichier n'est pas fiable. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on puisse réfléchir autour de cette problématique, revenir, c'est-à-dire pour moi, de séparation de la carte d'électeur et de la carte d'identité. Le ministère de l'Intérieur continuera à gérer le fichier des cartes d'identité nationale, mais le fichier électoral puisse être confié à une autorité indépendante. Ababacar Fall prône aussi la reprise des assises nationales, mais dans une autre version, car pour lui, ce sont les mêmes problèmes qui persistent au Sénégal. Salimata Aou, nous parlons santé, la Covid-19, le Sénégal qui enregistre encore 7 décès. 373 cas positifs sur les 2331 tests réalisés, 127 contacts, 1 cas importé, 245 cas issus de la transmission communautaire, 265 patients ont été déclarés guéris, 53 cas graves sont en réanimation. Lutte contre la Covid, justement, la communication du ministère de la Santé est tombée dans la routine. Chaque jour, c'est le même exercice, regrettent des syndicalistes, des spécialistes plutôt. Il faut donc réaménager pour amener les populations à changer de comportement. Nous aurons donc l'élément de Awambaï dans la deuxième partie de ce journal. Covid-19, couvre-feu de 21h à 5h du matin. Les taximans sérieusement affectés, ils demandent aux autorités de revoir leur stratégie. Reportage Oumoukal Soumli. Mohamed est taximan, il s'est garé devant la petite porte de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor en attendant le prochain client. Ce chauffeur évoque le contexte difficile causé par l'état d'urgence en cette période de pandémie. Vous savez, les gens sont conscients de l'existence de la maladie. Nous, les chauffeurs de taxi, nous sommes très fatigués. Moi, je ne parviens plus à travailler normalement. C'est très difficile avec la mesure de l'état d'urgence. On demande aux autorités de décaler l'heure si possible. À quelques pas de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor se trouve un groupe de chauffeurs assis devant un kiosque de couleur jaune. Parmi eux, un taximan. Ce père de famille n'est pas contre la mesure, mais il demande aux autorités de décaler l'heure du couvre-feu. Je ne suis pas contre la mesure, mais je demande la clémence des autorités. Il faut remonter l'heure du couvre-feu jusqu'à 22h. Alors des fois, j'ai de sérieux problèmes pour rentrer chez moi avec ces nombreux embouteillages. Cheikh Diop est un autre chauffeur de taxi. Il fait partie des Sénégalais impactés par le coronavirus, suffisant pour inviter les propriétaires de véhicules à être plus indulgents par rapport au versement quotidien. Le coronavirus a paralysé tout le système. Je n'arrive plus à avoir un versement normal. Et les propriétaires de ces voitures ne comprennent pas que les temps sont durs. Mais je m'en remets à Dieu. Avec cette seconde vague de Covid-19, l'état d'urgence et le couvre-feu sont initiés par les autorités pour freiner la propagation du coronavirus. Des mesures qui ont affecté les transporteurs à l'image des taximans. Ils invitent les autorités de revoir leur stratégie de riposte pour mieux soutenir tous les citoyens. Oumoukal Soumli, UVS de Ziguinchor, les étudiants disent être dans une précarité totale. Ils dénoncent le retard dans le paiement de leur bourse et la décision des responsables de l'université qui demandent à leurs camarades de la nouvelle promotion de suivre les cours sur leur propre smartphone. Autre revendication, ils exigent l'achèvement des travaux de construction de l'ENO, l'espace numérique ouvert de Ziguinchor, Laminba. Les instructions de l'administration centrale de l'UVS invitant les nouveaux bacheliers à se contenter de suivre pour l'instant leurs cours sur des smartphones passent mal chez leurs aînés de promotion qui ont tenu à les décrier. Simeon Demba, président de la Fédération des étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. L'administration de l'UVS veut que les étudiants commencent les cours avec leur portable. L'administration nous demande de faire nos cours avec leur smartphone. La Fédération nationale refuse vraiment cette idée. Nous demandons à ce que l'État nous envoie les machines à temps
et de bonne qualité. Voilà, pour permettre aux étudiants de commencer à temps. Les étudiants de l'UVS dénoncent aussi les nombreux retards et suspensions de bourses ainsi que le non-achèvement des travaux de construction de l'ENO de Ziguinchor. Le ministre nous a promis que les ENO seront réceptionnés avant même l'arrivée des étudiants. Mais jusqu'à présent, les travaux même n'ont pas encore commencé. Nous dénonçons aussi le problème aussi de bourse. Parce que jusqu'à présent, le directeur des bourses les a dit qu'ils ont plus de 30 ans. Ils n'ont pas droit à la bourse. Ce qui a fait que beaucoup ont abandonné leur mémoire. Les étudiants de l'UVS de Ziguinchor sont catégoriques. Ils ne comptent pas croiser les bras face à cette situation. L'État nous oblige vraiment à passer à l'acte. Nous allons le faire. Nous allons le faire et nous allons descendre sur le terrain. Nous allons en tout cas faire la grève, bloquer tout le système pour résoudre le problème. Parce qu'on ne veut pas que les nouveaux étudiants viennent et qu'ils rencontrent des problèmes. Les complaintes des étudiants de l'UVS Ziguinchor sur leurs conditions d'études sont fréquentes. C'est la énième du genre où ils attirent l'attention de leurs autorités de tutelle. Mais ils peinent visiblement à se faire comprendre. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, changement d'horaire dans les écoles élémentaires du département de Dakar pour limiter la propagation du virus Covid-19. Mais pourquoi seulement Dakar, si l'on sait que dans la banlieue, Guédiawaye et Pikine précisément, là-bas aussi, les cas explosent et mieux encore, pourquoi pas, dans les régions concernées par le couvre-feu. Les éléments de réponse avec Koumba Sandiane Faye avant la fin de ce journal. Électrification rurale, ça râle à Réfane dans le département de Bambey. Les populations qui désapprouvent la société concessionnaire, la SSDE, société en charge de leur localité, demandent à ce que le contrat ne soit pas renouvelé. À défaut, elles ne vont plus payer les factures. Abdoulahat Faye, leur porte-parole avec Babacar Diouf. Il s'est trouvé que la société gère l'électricité de Réfane, surtout dans les villages de Mbafay, Kombelan et Ndundu. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que cette société quitte notre village, tout simplement. Pourquoi? Parce que depuis 2014, l'électricité est là. Il y a 65 poteaux dans le village. Partout, il y a de l'électricité. Mais le problème en est que la société ne peut pas nous fournir des compteurs. Il nous a amené 5 compteurs depuis lors. Heureusement, leur contrat est fini. Parce que l'État du Sénégal avait signé un contrat de 15 ans pour la SSDE. Donc, 29 juillet 2005, nous sommes aujourd'hui février, 31 janvier 2021. Le contrat est fini depuis le 30 juillet 2020. Donc, c'est fini. Ils doivent déguerpir. Maintenant, ce qu'ils demandent à l'État, un renouvellement de leur contrat. Donc, pour renouveler un contrat, il faut que cette société-là gère de façon bien le contrat qui vient d'être épuisé. Donc, elle peut pas faire ça. Elle doit partir. S'ils ne le font pas, nous avons pris notre décision. La décision, c'est quoi? Nous refuserons de payer l'électricité jusqu'à ce que le courant soit géré par la Sénélec. Abdoulahat Faye, le porte-parole des habitants de Réfane. Réfane, je le rappelle, c'est dans le département de Bambey. La culture de pommes de terre dans la zone des Niayes, production record cette année. La campagne de commercialisation s'ouvre dans un mois et déjà, les producteurs ont trouvé un acquéreur. Ils ont signé un contrat avec Séné Guindia. Le docteur Makoumba Diouf, directeur de l'horticulture, a sillonné la zone des Niayes avec un message axé sur les mesures prises pour une bonne campagne de commercialisation chez Ante Diop. C'est parti pour une bonne campagne de commercialisation de la pomme de terre. Le niveau de production de cette année a largement dépassé les espérances. De pommes de terre de 15 000 tonnes en 2012 à 140 000 tonnes l'année dernière. Et cette année, on n'attend pas moins de 150 000 tonnes. Le directeur de l'horticulture, Dr Makoumba Diouf, a rencontré les petits producteurs de Kayar à Keur Abdoundoy en passant par Diogo, Khonkoyoy pour exposer les différentes mesures afin d'avoir une bonne campagne de commercialisation. La commercialisation va démarrer bientôt. On a gelé les importations pour la pomme de terre 31 décembre 2020. La contractualisation, c'est quelque chose que nous sommes en train de beaucoup encourager. C'est ça la solution in fine pour une agriculture compétitive et rentable pour les producteurs. Aujourd'hui, ils ont signé un contrat avec le groupe Séné Guindia. Et Séné Guindia va acheter cette récolte et va la stocker à Djamnyadjo où elle vient de réaliser une chambre froide. Jerry Gay, le secrétaire général de la Fédération des producteurs maraîchers de la zone des Niayes, apprécie ces mesures prises par la direction de l'horticulture. D'année en année, les producteurs y trouvent son compte. Le contrat est signé par Sénindia au prix de 200 francs. Négocié et discuté et il est sécurisé dans la commercialisation. Tous les producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes s'en félicitent. Pour eux, ces mesures vont sans nul doute contribuer à traduire en actes concrets la vision du chef de l'État en autosuffisance en pommes de terre. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. RFM. L'actualité internationale.
Dans ce studio, Georges Déthié-Diop, bonjour. Bonjour Barthélémy Ngom. Confirmation officielle en Mauritanie de la présence de la grippe aviaire. Le foyer de la maladie, le parc national Diaoling sur la rive droite du fleuve Sénégal. Plus de 250 oiseaux infectés ont déjà péri. Mohamed Diop. Une dizaine de pélicans blancs adultes et 240 autres poussins ont été retrouvés morts en janvier dernier au parc et dans ses environs. Aussitôt, les tests laboratoires effectués vont révéler la présence de la souche H5N1 du virus grippal aviaire. C'est l'information confirmée par la direction des services vétérinaires au ministère du Développement rural, qui toutefois rassure que le virus se limite aux oiseaux sauvages. Aucune transmission donc à l'homme pour le moment. Toutefois, les autorités ont pris des mesures de précaution. Le parc a été fermé aux visiteurs et aux pêcheurs traditionnels. Au niveau des marchés, la volaille est séparée des oiseaux pour éviter la propagation du virus. Le parc national Diaoling, pour rappel, s'étend sur une superficie de 16 000 hectares. Il a été créé pour reconstituer la biodiversité détruite par une péjoration climatique sévère et par la construction de 2 barrages sur le fleuve Sénégal. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Direction le Bénin, clôture hier à minuit de l'enregistrement des déclarations de candidature pour la présidentielle. Le scrutin est prévu le 11 avril prochain. La commission électorale a enregistré 20 dossiers de candidature. Les 20 candidats enregistrés disposent encore de 72 heures pour compléter les pièces manquantes de leur dossier, après quoi la Sénat devra rendre public du 10 au 15 février la liste provisoire des candidats retenus avant la publication définitive le 22 février par la Cour constitutionnelle. 3 chefs d'État africains, dont le président Macky Sall au Congo ce vendredi, ils participent à la cérémonie d'inauguration de l'université Denis Sassou Nguesso de Brazzaville. La direction l'Égypte, le journaliste Mahmoud Hussein a été libéré. Il a passé 4 ans en prison. L'ONG Observatoire égyptien pour le journalisme et les médias a fait savoir sur Facebook que le tribunal pénal du Caire avait décidé lundi de remettre en liberté celui qui était soupçonné d'incitation à la sédition contre l'État et de diffusion de fausses informations. Al Jazeera n'a pas confirmé la libération de son journaliste. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop, 12h18. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, nous allons parler du patrimoine des hommes politiques sénégalais. Débat en fin de journal avec nos 2 invités. RFM Sport. Chartidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Barthélémy, bonjour à tous. Début cet après-midi à Thiès du tournoi de football UFOA A réservé aux moins de 17 ans. Oui, en ouverture à 14h, c'est le stade La Dior de Thiès donc qui va accueillir cette compétition. Le Sénégal, le pays hôte, va croiser l'équipe de la Gambie à 14h. Juste après, à 17h, c'est la Gambie qui va en découdre avec la Mauritanie pour le compte du groupe B. Nous allons écouter Mam Adamondour, c'est le président du comité local d'organisation de ce tournoi. Il estime que tout est fin prêt. C'est le même dispositif qui est maintenu par rapport au tournoi précédent de la catégorie U20. Maintenant, tout est au point, il faut le dire, du point de vue organisationnel, du point de vue des hébergements, du point de vue du transport et de la logistique, du point de vue de la communication et du marketing, et du point de vue du médical et des accréditations. Il faut le dire, c'est une situation de pandémie que nous sommes. Donc, il est impératif de respecter le protocole sanitaire qui est en vigueur dans ce pays. Ainsi, toutes les équipes ont subi le test IRM et en même temps les tests Covid. Aujourd'hui, on joue le premier match. Le Sénégal démarre à 14h et notre objectif demeure le même. On a un objectif de participer à la phase finale de la Coupe d'Afrique qui doit se dérouler au Maroc au mois de mars. Il faut le dire aussi que c'est une équipe, c'est une catégorie qui est allée jusqu'à Coupe du Monde au Brésil. Donc l'objectif est de faire plus. Et je pense que l'entraîneur Malick Daf l'a bien compris. Hier, on était à Guéréo pour donner le mot d'encouragement du président Augustin Senghor qui est absent. En même temps aussi le mot d'encouragement du comité exécutif. Et les jeunes ont bien perçu le message et que nous ne devons pas faire moins. Nous devons tout faire pour que l'équipe se qualifie pour la phase finale. Prennent part à ce tournoi UFOA A réservé aux moins de 17 ans, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Mali. Barthélémy. Chartidiane, une lourde sanction qui s'abat sur le portier de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Il s'agit d'André Onana qui évolue avec l'Ajax Amsterdam. Il a été suspendu ce matin pour 1 an par l'UEFA
Âgé de 24 ans, il est accusé d'avoir enfreint aux règles d'antidopage. L'Ajax compte faire appel. Le club allemand Leipzig pourrait accueillir plutôt Liverpool en Autriche ou en Hongrie lors des 8e de finale de la Ligue des Champions ce mois de février. Hier, les autorités allemandes n'ont pas voulu accorder de dérogation aux Reds du fait de l'interdiction aux compagnies aériennes de transporter vers le territoire allemand des personnes en provenance des zones touchées par des mutations du Covid-19, notamment la Grande-Bretagne. Et on termine avec un petit tour d'horizon des championnats européens. Et nous démarrons justement avec le championnat allemand qui a sa 20e journée ce soir à partir de 19h30. Le Hertha Berlin va accueillir le leader, le Bayern de Munich. En Espagne, c'est la 22e journée qui va être entamée dès ce soir à partir de 20h à la Veste qui va accueillir Valladolid. Toujours en Espagne, la Coupe du Roi aussi va se jouer pour les quarts de finale. C'est le Betis Séville qui va jouer contre Athletic Bilbao. En Italie, c'est la 21e journée du Calcio. Ce soir, 19h45, c'est la Fiorentina, 12e au classement, qui va accueillir l'Inter de Milan, qui occupe la 2e place au classement du championnat italien. Midi 22, merci cher Tidiane Diagne. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Avant le dossier d'Awambaï, le reportage de Koumba Sandiane Faye d'abord sur le changement des horaires dans les écoles élémentaires du département de Dakar pour limiter la propagation du virus. Alors question, pourquoi seulement Dakar si l'on sait que dans la banlieue, Guédiawaye, Pikine précisément, là-bas aussi les cas explosent et mieux encore, pourquoi pas dans les régions concernées par le couvre-feu. Élément de réponse avec Koumba Sandiane Faye. Cette circulaire concerne seulement le département de Dakar, ce que beaucoup disent ne pas comprendre au regard de la pléthore d'élèves dont les départements de Pikine et Guédiawaye. Ganasen est l'inspecteur d'académie de Pikine et Guédiawaye. Je dis qu'au niveau de notre académie, au regard des statistiques que nous avons, vraiment cette question pour nous n'est pas encore à l'ordre du jour. Au regard de ces statistiques, il n'est pas encore opportun pour nous de procéder à quelques réaménagements que ce soit. Nous mettons le focus plutôt sur le respect des mesures barrières parce que nous considérons que si ces mesures barrières sont respectées, l'école, en tout cas peut-être, et doit même être un levier extrêmement puissant pour participer donc à la bataille communautaire contre la Covid-19. Ici, l'on sait aussi que seules les régions de Dakar et Thiès subissent le couvre-feu parce qu'elles ont le plus grand nombre de cas. Pourquoi ne fallait-il pas étendre la mesure dans ces régions? Mohamedou Moustapha Diagne est le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. À partir de Dakar, pour deux raisons. Un problème de déplacement, ak feebar mais jarul ñu koy étendre yenn académie yi ndax amuñu problème yi Dakar. Au regard du contexte marqué par l'expansion de la pandémie et en vue de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants des écoles du public comme du privé, les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Koumba Sandiane Faye lutte contre la Covid. La communication du ministère de la Santé est tombée dans la routine. Chaque jour, c'est le même exercice, regrettent des spécialistes. Il faut donc réaménager pour amener les populations à changer de comportement. À Wambaye. La communication du ministère de la Santé a eu un impact réel au tout début de la pandémie. Mais au fil du temps, la routine s'est installée et les messages délivrés au quotidien n'ont produit aucun effet sur le comportement des populations pour cette deuxième vague, selon le journaliste formateur Ibrahim Bahoum. Nous avons tous constaté qu'effectivement, il y a une explosion de cas, toujours sur le même registre de la communication, à 10 heures, sur la même chaîne, avec plus ou moins les mêmes personnes. Qu'on le veuille ou non, ça a banalisé. Les gens l'ont banalisé. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a peut-être d'autres facteurs qui sont des facteurs liés à la nature même du virus. En tout cas, dans tous les cas, la question de la communication, au départ, c'était très bien, c'est une communication de crise, on a fait peur aux gens, l'habitude est venue, et on n'a pas d'autres supports, on n'a pas créé d'autres supports d'animation communautaire, ce qui est extrêmement important. On nous dit la responsabilité communautaire, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'animation communautaire, que je sache, en tout cas pas à travers les médias, évidemment, le résultat il est là. Entre la première et la deuxième vague, il y a eu un vide, une rupture dans la communication, selon les propres termes de Saïd Gaye, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication au CESTI. Je pense que c'est parce qu'il y a eu une rupture à un moment donné, il y a eu une rupture dans la relation, il y a eu même parfois à un moment donné
certains doutes parce qu'aussi à côté il y avait aussi des fake news, à côté aussi il y a eu des informations surtout liées au vaccin et tout cela. Donc je pense qu'il faudra prendre tous ces paramètres pour maintenant que cette communication puisse au moins avoir une certaine consistance dans cette communication. Les deux spécialistes estiment qu'il faut aujourd'hui booster la communication du ministère de la Santé. Il faut une communication de crise beaucoup plus efficace selon Ibrahima Bahoum. Il faut évidemment que les experts qui sont au ministère et d'autres partenaires en matière de communication se mettent ensemble pour dire, bon, nous avons constaté, parce que en matière de communication également, il faut évaluer. Est-ce qu'ils ont évalué au plan de la communication ce qui s'est passé? Parce que quand on nous dit que bon, nous avons évalué, on s'est rendu compte que la maladie a augmenté, on s'est rendu compte qu'il y a tant de morts, ça c'est une chose. Mais l'autre chose, on doit voir quels sont les supports que nous avons utilisés jusqu'à maintenant et comment les changer, comment aller plus profondément avec les gens, comment travailler la question de la communication communautaire. Ça, c'est des gens qui se mettraient ensemble, qui vont en discuter au ministère et avec d'autres experts. Des réaménagements dans la façon de faire du ministère sont indispensables à cette phase de la pandémie. Saïd Gueye. En fait, la communication, c'est tous les jours, la communication, c'est à tous les moments, et donc cette communication aussi, il faudra revoir un peu, même le point du jour, on pourrait revoir un peu et le réadapter par rapport à la situation. La communication de crise portée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a pas porté ses fruits pour cette nouvelle vague de contamination de Covid-19. D'ailleurs, une partie de la population reste toujours réticente face au respect des mesures barrières. La presse du jour, c'est avec Georges Déthié-Diop. Pas rangé aux oubliettes. L'affaire de la saisie de 1000 kg de cocaïne au port de Dakar en 2009 refait surface. L'Observateur révèle que le procureur de la République a demandé au juge d'instruction d'envoyer une commission rogatoire pour entendre les Allemands et Italiens rentrer chez eux après avoir décroché une liberté provisoire. Le parquet demande aussi des confrontations et des réquisitions de la Sonatel. L'Observateur qui s'entretient par ailleurs avec le professeur Souleymane Bachir Diagne, entre autres sujets abordé, l'affaire Diarisso, les classes préparatoires et le nationalisme universitaire, la pandémie de Covid-19, le vaccin. Le vaccin, justement, le docteur Ousmane Badiane, coordinateur du programme élargi de vaccination, confie dans l'Observateur que le Sénégal est libre d'accepter ou de refuser le vaccin AstraZeneca. Cette déclaration fait suite à l'annonce selon laquelle le Sénégal va recevoir 1,296 millions de doses du vaccin AstraZeneca en février dans le cadre de l'initiative COVAX. En tous les cas, pour Source A, c'est AstraZeneca ou rien. Le journal dit avoir appris que notre pays est obligé de faire avec ces doses de vaccins puisque ce sont les seules que l'OMS peut lui offrir à cause d'un problème de disponibilité des produits fabriqués par les autres firmes. La santé toujours avec les chiffres du cancer au Sénégal en 2020, plus de 7893 décès sur 11 000 cas. Ce qui fait dire au quotidien LAS que le cancer tue plus que le Covid-19. Selon le journal, c'est le docteur Fatma Guenoun qui a livré ces informations hier lors de la célébration de la journée mondiale contre le cancer. Et avec la pandémie, la prise en charge du cancer est difficile. Selon enquête, il y a moins de dépistage, moins de diagnostic, moins d'argent pour suivre son traitement, plus de consommation d'alcool et de tabac dans certains pays. Autant de choses qui, selon enquête, pousse spécialistes et malades du cancer à tirer la sonnette d'alarme. La situation en Casamance à présent. Le journal Le Quotidien indique que l'armée est en terrain conquis dans le Balantakunda et environ plus de 10 jours après le déclenchement des opérations militaires de sécurisation de la zone, des sources du journal font état de séries de bombardements qui ont eu finalement raison des combattants d'Atika, contraints d'abandonner leur base et de disparaître dans la nature. Le classement des pays les plus démocratiques en 2020, classement réalisé par The Economist Intelligence Unit, c'est en Angleterre. Les Échos, qui a parcouru le document, rapportent que la démocratie continue de reculer dans le monde où seulement 8% de la population ont vécu dans une démocratie parfaite en 2020. Un recul démocratique qui touche le Sénégal, qui a perdu une place en Afrique et au plan mondial et qui est classé régime hybride, le 3e niveau, c'est-à-dire entre la démocratie imparfaite et dictature. Un homme politique qui fait l'objet d'une plainte à la section de recherche de la gendarmerie. Ousmane Sonko, la plaignante, une dame d'une vingtaine d'années qui travaillait dans un salon de massage. Selon les Échos, elle accuse le leader de PASTEF de l'avoir violée et menacée de mort. Joint par téléphone par mon confrère, Ousmane Sonko dit
n'avoir été informée d'aucune plainte à son encontre, ni par huissier, ni par assignation, ni par signification. La dame, selon les Échos, a été longuement auditionnée hier à la section recherche de la gendarmerie, de même que sa patronne. Elle a aussi été envoyée chez un spécialiste pour des prélèvements. À la une du journal LAS, victime d'une maladie, Kumba Gawlo suspend sa carrière musicale. Même sujet à la première page du journal Vox Populi, la diva confrontée à des problèmes de santé opérée, Kumba Gawlo perd la voix et se retire momentanément de la scène musicale. Kumba Gawlo Seck confie que les médecins ont diagnostiqué des dommages au niveau de ses cordes vocales. Ses intestins, ajoute-t-elle, ont été amputés de près d'1 mètre. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue.